Si par exemple on met des gens dans un IRM, qu'on leur fait goûter du vin, qu'on leur dit ce vin-là il coûte pas cher ou ce vin-là il coûte cher, plus le vin coûte cher, plus l'expérience de plaisir est positive. Vous devez justifier cet investissement. Et l'effort, c'est un investissement. C'est le principe d'aller faire une randonnée et d'arriver au sommet et de voir la vue et de se dire waouh, c'est vraiment magnifique. Et finalement, si la vue, je l'avais en ouvrant ma fenêtre, est-ce que finalement je trouverais que c'est aussi beau? L'effort, il est paradoxal parce que une fois qu'on a engagé l'activité, plus vous avez mis d'efforts, plus la récompense va être élevée. Le fait d'augmenter l'intensité va être associé à des expériences extrêmement négatives. Et donc, si on a des émotions négatives, la probabilité de maintenir le comportement elle va être extrêmement faible. Notre cerveau, il est là pour être économe en énergie, pour éviter les efforts physiques inutiles. On a été sélectionné pour être le plus flemmard possible, en fait. Ça a mis des millions d'années à se construire. Et le changement d'environnement, sur l'échelle de l'humanité, il a été extrêmement court. Aujourd'hui, on regarde l'ensemble des données qui sont accumulées. Chaque pas compte. À chaque fois que je rencontre le stimuli, hop, ça déclenche mon comportement. Et ça, c'est bien démontré en sciences cognitives, c'est qu'on a ce qu'on appelle un biais d'optimisme et on va pas forcément se percevoir en mauvaise santé. La fin de séance doit être positive parce que votre cerveau, il va pas mémoriser la moyenne de votre expérience, il va vraiment mémoriser la fin de cette expérience. Il y a des envies, mais qu'il faut être capable parfois de réguler. Et une bonne nouvelle, c'est que l'activité physique joue un rôle clé dans ça. J'aurais réussi à adopter une alimentation saine le jour où je pourrais ne pas manger les chocolats qui sont présents dans mon placard. Ça n'a pas de sens. « 80% d'entre vous ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Avez-vous peur de l'engagement? Avez-vous une autre chaîne préférée de santé que la nôtre? Plus sérieusement, abonnez-vous. Raph et moi, on se donne à 100% pour vous inviter les meilleurs experts et vous donner le meilleur contenu possible. Alors, abonnez-vous pour nous donner une meilleure visibilité et pour donner encore plus envie aux experts de venir sur notre chaîne. Merci encore. C'est parti pour l'interview. Tout le monde sait que faire de l'activité physique, c'est indispensable pour être en bonne santé. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile de s'y mettre? Alors, une des explications sur la santé, c'est que c'est vrai que c'est bien de le savoir que l'activité physique est positive pour la santé, mais comme c'est une conséquence qui est vraiment à long terme ou en tout cas à moyen terme, ça n'a pas une force motivationnelle suffisante pour engager les gens tout au long de leur vie à faire de l'activité physique. Et pourquoi est-ce que c'est pas suffisant? C'est notamment, et c'est une proposition qu'on fait, c'est qu'on a tous une tendance naturelle à minimiser la dépense d'énergie, à minimiser l'effort. Et comme on a cette tendance-là, même si on a la santé lointaine à laquelle on va réfléchir, cette santé elle est pas suffisamment présente, pas suffisamment tangible, perceptible pour nous engager à cause du coût de l'effort. Donc il faut vraiment prendre en compte que même si on a envie d'être actif physiquement, va falloir vraiment avoir une motivation de qualité pour s'engager dans l'activité physique et la santé elle est pas suffisante. C'est fou parce que, tu sais, quand c'est la nouvelle année, on se souhaite de la réussite au travail, dans notre famille, peut-être d'avoir de l'argent, etc. Et puis souvent on ajoute et je te souhaite la santé, et l'autre répond si j'ai la santé, tout ira bien. Donc là, à ce moment-là, on a l'impression que chacun est convaincu en fait de l'importance de la santé, comme quoi c'est la base, c'est le socle nécessaire pour tout le reste. Ouais. Et toi, ce que tu me dis, c'est qu'en fait, en pratique, c'est pas le cas. Alors, c'est hyper important, la santé, c'est quelque chose qui va vraiment focaliser les désirs et l'intention des gens. Le problème, c'est que, et ça c'est bien démontré en sciences cognitives, c'est qu'on a ce qu'on appelle un biais d'optimisme et on va pas forcément se percevoir en mauvaise santé. Si on s'imagine plus tard, on n'imagine pas qu'on va contracter une maladie. L'exemple que je prends souvent, c'est l'exemple du tabac. Si vous arrêtez un fumeur dans la rue, vous lui demandez la probabilité qu'un fumeur a décédé des causes du tabac, il va vous dire à peu près 1 sur 2. Mais si derrière vous l'interrogez, vous lui demandez mais vous, est-ce que vous pensez que vous allez être vulnérable au cancer? On va voir qu'il y a un biais de protection, un biais d'optimisme, et en fait on va pas penser que nous, on va avoir cette pathologie. Donc la santé elle est importante, mais elle est lointaine, on pense pas qu'on va être en mauvaise santé. Donc toutes les actions qui sont coûteuses dans l'ici et le maintenant, ça c'est sûr, c'est un coût. C'est de l'effort. Potentiellement, pour certaines personnes, c'est désagréable. Ça, c'est certain. La santé, on pense qu'on va être en bonne santé plus tard. Donc, on va pas mettre beaucoup d'efforts, beaucoup d'expériences désagréables pour espérer peut-être avoir quelque chose de bénéfique sur une santé dont on pense finalement qu'elle sera positive plus tard. On a toujours l'impression qu'on est un peu le cas exceptionnel qui passera en fait entre les gouttes. On a toujours cette sensation-là. Mais encore une fois, pour notre santé mentale, heureusement qu'on a ce biais cognitif. C'est heureusement qu'on pense qu'on va être en bonne santé. Sinon, ça devient difficile de vivre en fait et d'avoir un niveau de bien-être élevé quoi. Parfait. Donc plus tard dans cette vidéo, on donnera 5 astuces pour
obliger notre cerveau à pratiquer une activité physique. Mais d'abord, je te propose de te présenter. Oui, donc je m'appelle Boris Cheval, donc je suis enseignant-chercheur, un maître de conférence à l'École normale supérieure de Rennes, et je travaille sur la motivation vis-à-vis de l'activité physique, et en particulier sur notre tendance au moindre effort, et puis comment contrer cette tendance au moindre effort pour s'engager dans l'activité physique tout au long de notre vie, et avec plaisir. Donc quand on a du mal à faire une activité physique, c'est une question de flemme ou en fait il se passe autre chose au niveau de notre cerveau qui pourrait expliquer ça? Alors nous, notre argumentation elle est assez claire, c'est de dire finalement que notre cerveau il s'est construit sur des millions d'années et que si on pense à nos ancêtres, en fait notre cerveau il a tout à fait raison d'essayer d'économiser de l'énergie. On n'a aucun intérêt, si on pense à nos ancêtres, de dépenser de l'énergie pour dépenser de l'énergie parce qu'il faut la conserver pour la survie et la reproduction. Donc finalement, clairement, lorsqu'on pense à notre situation moderne, c'est normal de prendre les escalators, c'est normal de prendre plutôt les véhicules motorisés que de se déplacer à pied. Tout est normal parce qu'on a une solution qui va nous permettre d'économiser de l'énergie. Donc c'est vraiment cette idée qu'il faut comprendre. Notre cerveau, il est là pour être économe en énergie, pour éviter les efforts physiques inutiles. Et donc lorsqu'on doit s'engager dans l'activité physique, ça demande un coût, donc c'est difficile de le mettre en place. Ce que tu nous dis, en fait, c'est qu'on a été sélectionné pour être le plus flemmard possible, en fait. Alors, on a été sélectionné pour deux choses. Pour d'autres choses, ouais. Mais notamment pour ça, parce qu'en fait, tu nous dis, forcément, cette énergie, quand on était des hommes préhistoriques il y a des millions d'années, elle était vitale, elle nous permettait d'aller chasser, de nous défendre, etc. Et donc en fait, celui qui arrivait le plus à la préserver en dehors de ces situations, qui passait son temps dans le canapé en fait au coin du feu, c'est peut-être celui qui a le mieux survécu parce qu'après il avait cette énergie disponible quand il le fallait. Et donc il a transmis ses gènes, ses volontés, ses prédispositions à ses descendants. Et en fait, nous, on est les bénéficiaires de ces évolutions en fait. Alors c'est exactement l'idée sur la minimisation, c'est vraiment comme ça en tout cas qu'on le conçoit. Et il y a quand même un deuxième élément à prendre en compte, c'est que si on est né pour minimiser les efforts physiques inutiles, on est aussi né pour être actif physiquement. Et ça paraît paradoxal, mais ça ne l'est pas. C'est que finalement l'activité physique, elle était nécessaire pour nos ancêtres parce qu'ils avaient besoin de l'activité physique, notamment pour aller chasser, pour se nourrir. Donc on a aussi hérité d'une tendance incroyable à être actif physiquement, et notamment on a des capacités d'endurance extraordinaires. C'est-à-dire que si on nous compare à toutes les espèces animales, on est la meilleure espèce en termes d'endurance, notamment par temps chaud et par temps humide. Donc on est à la fois né pour être actif physiquement, et si on n'est pas actif physiquement, malheureusement, le développement de notre système va pas se faire correctement et on va contracter, développer des maladies, mais on est aussi né pour éviter la dépense d'énergie inutile. Donc si pour nos ancêtres, le contexte environnemental, il était parfait, puisque on avait beaucoup d'occasions d'être actif et donc dès qu'on pouvait, on allait conserver notre énergie. Aujourd'hui, c'est inversé. On a beaucoup d'opportunités de minimiser de l'énergie et on n'a pas de raison automatique, de raison indispensable à la survie d'être actif physiquement. Ouais, on avait d'une part ces moments où on économisait vraiment notre énergie et on la dépensait pas inutilement parce qu'elle était précieuse, et ces autres moments où on était obligé d'avoir de l'activité physique. En fait, on avait cette dualité. C'est ça. Il y avait un cycle. Et là, le cycle, en fait, dans l'environnement moderne, il est cassé. On a de l'énergie. Si on a besoin d'aller récupérer de l'énergie, on va pouvoir commander sur notre téléphone. On peut même nous livrer à domicile. On va pas aller chasser. On va pas avoir besoin de faire beaucoup d'efforts pour récupérer de la nourriture. Ça, c'est le problème de notre environnement où, en fait, on vit dans un environnement maintenant qui est plus adapté à qui on est. Cet environnement, c'est nous qui l'avons créé. C'est nous qui le développons encore plus et qui poussons ça à son paroxysme. Et en fait, tu as parlé que l'homme était fait pour courir. C'est beaucoup les travaux de Daniel Lieberman. Exactement. Qui est un paléoanthropologue d'Harvard. Et donc lui, il a une phrase où il dit qu'il faut voir tout changement au niveau biologique à travers le prisme de l'évolution. Donc, exactement. C'est exactement ce qu'on vient de faire avec l'activité physique. Mais en fait, on peut l'appliquer à tous les piliers de la santé. Ouais. On peut l'appliquer à l'alimentation, où avant, on vivait forcément dans un monde qui était très difficile, où il fallait se battre pour survivre, pour avoir de la nourriture. Et donc le jour où on tombait sur un magnifique prunier avec des fruits bien mûrs, bien juteux, etc., il fallait se jeter dessus, il fallait se goinfrer, essayer d'en manger le plus possible, parce que ça pouvait nous sauver de la famine qui commencerait peut-être le lendemain. Exactement. Et peut-être que et donc les individus qui avaient cette appétence au goût sucré, qui pouvaient peut-être en manger beaucoup, finalement peut-être qu'ils ont de la même façon été sélectionnés. Le problème, c'est que maintenant,
on a hérité ces gènes-là et en fait, on a de la nourriture partout à profusion, donc on est toujours attiré par elle, alors qu'en réalité, cette situation qui était exceptionnelle avant, maintenant, elle s'est systématisée. Et même en fait, au niveau du stress, on pourrait encore dire la même chose. C'est qu'on vivait dans un environnement où il y avait très peu de stress, sauf à certains moments où on avait des stress qui étaient énormes. On tombait face à un tigre à dents de sabre ou un ours, etc. Et donc là, on avait une décharge d'adrénaline, notre rythme cardiaque s'accélérait, on avait nos pupilles qui se dilataient, on avait une disponibilité du sang au niveau des muscles. Et donc, on pouvait essayer de faire face, combattre ou fuir, fight or flight. Et maintenant, en fait, tout ça, ça a été remplacé par les emails qu'on reçoit sans cesse, par les mauvaises nouvelles à la télé, par un appel en absence, on sait pas trop ce que c'est, etc. Et donc, on a un stress chronique. Et voilà, on a ce mismatch de l'évolution où on se rend compte qu'on a hérité de plein de caractéristiques. Et en fait, on vit plus du tout dans l'environnement pour lequel on a été fait. Exactement. Alors nous, on est vraiment en accord sur ça. Tout fait sens à la lumière de l'évolution. Si on prend pas en compte l'évolution, on peut pas bien saisir les comportements et les conséquences des comportements sur la santé. Donc on pense vraiment ça. Donc il y a vraiment cette idée, voilà, d'évolution. Et là où il faut bien saisir les choses, c'est que ça a mis des millions d'années à se construire. Et le changement d'environnement sur l'échelle de l'humanité, il a été extrêmement court. En gros, c'est les 50 dernières années où l'environnement a vraiment changé. Donc, bien entendu, notre système, il n'a pas eu le temps de s'adapter. Donc, il était hyper efficace pour la sélection naturelle et pour la survie dans des anciens environnements. Dans l'environnement moderne, malheureusement, il devient négatif là. Ouais. On connaît tous des individus, peut-être qui ont, je sais pas, une meilleure motivation, une meilleure volonté, qui eux arrivent à faire de l'activité physique. Qu'est-ce qui explique cette différence entre certaines personnes? Est-ce que c'est au niveau neurobiologique? Est-ce que leur cerveau est câblé différemment? Ou est-ce que c'est, je sais pas, une habitude? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Il y a un peu des deux, Je pense que c'est toujours un peu pareil, C'est ce que disait Boris Cyrulnik, Le comportement, il est 100% social, 100% génétique, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est un petit peu cette idée. On a des variabilités génétiques. On peut estimer la variabilité d'activité physique. Il y a des données sur ce qu'on appelle l'UK Biobank. C'est une base de données au Royaume-Uni. Et de mémoire, je crois qu'ils estiment à 15 à 20% l'héritage génétique de la sédentarité, donc de l'inactivité physique. Donc on arrive à prédire les variabilités d'inactivité physique avec les gènes. Donc il y a toujours cette explication. On voit aussi au niveau neuronal, il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle le runner's high, donc le shoot du coureur, avec notamment la libération d'endocannabinoïdes, et on a vraiment un sentiment de bien-être, de plénitude pendant le mouvement et l'activité physique. Et malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas ce gène-là, qui vont pas ressentir ce runner's high, qui vont pas ressentir ce moment de bien-être. Donc on a effectivement des variabilités. Et après, on a bien sûr l'apprentissage culturel. Si vous êtes dans une famille et que la famille fait de l'activité physique, vous allez être acculturé à l'effort, acculturé au mouvement, et vous allez avoir plus de chances de faire de l'activité physique. Si vous êtes un grand-père et que vous allez faire de l'activité physique avec votre petit enfant, par exemple, vous allez contribuer à ce qu'il développe une appréciation de l'effort physique. Donc il y a aussi bien sûr cet aspect culturel, et les deux vont jouer ensemble. Si vous développez l'envie d'être actif physiquement chez un enfant et qu'en même temps il a plutôt une libération positive d'hormones, bien sûr, la mécanique va se mettre en place plus facilement. Donc c'est vraiment l'idée d'interaction entre les gènes et l'environnement. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une notion d'épigénétique qui rentre là-dessus? Alors je suis pas spécialiste d'épigénétique, mais probablement. On va essayer d'expliquer ça un peu. Donc l'épigénétique, c'est la reine des abeilles, c'est-à-dire qu'en fait toutes les abeilles sont exactement les mêmes. Elles ont le même ADN, le même patrimoine génétique, et il y en a une à qui on va donner de la gelée royale, et celle-là, elle va se développer, elle va devenir plus grosse, elle va devenir féconde, elle va avoir un dard rétractile, et donc elle va devenir la reine des abeilles. Et donc la question que je te pose, c'est que tu me disais qu'il y avait sûrement une prédominance génétique avec certaines personnes qui ont peut-être un gène ou deux ou plein qui les poussent à préférer l'activité physique. Et donc ma question, c'était est-ce que finalement, si on n'expose pas quelqu'un à de l'activité physique, on va peut-être modifier un peu l'expression de certains gènes pour qu'en fait, il aime encore plus l'activité physique? Alors, j'ai pas de données en tête sur ça, mais en tout cas, c'est une hypothèse qui pourrait être faite, il me semble, ouais. Du coup, est-ce que tu penses que chaque personne pourrait se mettre à l'activité physique au regard de ses prédispositions? Est-ce qu'on peut trouver des stratégies pour essayer d'aider tout le monde? Oui, parce que là, on a vraiment focalisé sur l'aspect neurobiologique, et en fait, on n'a pas parlé de l'aspect psychosocial, en fait. Quand vous faites de l'activité physique, que vous développez un sentiment de compétence, que vous avez l'impression de pouvoir être plus autonome dans votre vie de tous les jours, que vous développez des relations sociales, etc. Ça, c'est des récompenses immédiates, tangibles de l'activité physique, et vous allez vouloir répéter le comportement. Ça veut dire quoi, développer une compétence?
Par exemple, c'est sentir que vous interagissez efficacement avec l'environnement. Ça, c'est la définition de Bandura en 1986, cette notion d'auto-efficacité. C'est vraiment cette idée de dire que vous pensez maîtriser l'environnement, que vous sentez compétent. Si je prends l'exemple d'habilité motrice, vous vous sentez compétent, par exemple, pour lancer une fléchette, vous vous sentez compétent dans une motricité au foot, par exemple. En fait, on devient meilleur. On devient meilleur, on sent qu'on maîtrise l'environnement. Si on prend, je sais pas moi, la course à pied. Ouais. La personne au début, ça va être difficile, elle va être essoufflée, elle va être rouge, elle va transpirer beaucoup, etc. Puis au bout d'un moment, elle va se rendre compte qu'elle devient meilleure, qu'elle peut courir plus longtemps, plus vite. Exactement. Ouais. Ça, c'est vraiment le sentiment de compétence, ce sentiment qu'on va être efficace et réussir finalement à faire face à l'environnement. Donc, s'il y a un challenge qui est par exemple de courir 5 km, peut-être qu'au début, vous n'allez pas y arriver et puis finalement, vous allez y arriver. Ou ça peut être un challenge aussi, monter les escaliers. Il y a des personnes qui vont avoir des difficultés à monter les escaliers, elles vont être essoufflées, elles vont devoir s'arrêter au milieu. Voir que tous les jours, au lieu de faire monter 2 marches, on arrive à en monter 4, puis 5, puis 10, puis faire tout l'escalier, voire enchaîner 2 étages, ça améliore le sentiment de compétence. Et ça, c'est vrai chez tout le monde, quelles que soient les bases génétiques. Le problème, c'est que ce phénomène de compétence, il peut mettre un petit peu de temps à se mettre en place. Alors, il est ce qu'on va appeler incrémental, donc il va se mettre au fur et à mesure, et il faut effectivement des expériences significatives et signifiantes, et c'est pas quelque chose qui va arriver comme ça du jour au lendemain, et c'est pour ça qu'il faut être capable aussi de se mesurer et de savoir ce qu'on fait. Donc, si par exemple vous faites de l'activité physique, je sais pas, vous allez marcher, par exemple vous mesurez votre temps, vous mesurez votre vitesse, vous avez des indicateurs ou le nombre de pas, et des indicateurs qui vous permettent finalement de manière assez objective, assez fiable, de savoir si vous vous améliorez. Et donc toute petite amélioration, elle est bonne à prendre, et au fur et à mesure on va rentrer dans un cercle positif où on va se sentir de plus en plus compétent. Tu vois, moi c'est marrant parce que là-dessus je savais pas comment me positionner, parce que bon, moi j'ai eu de la chance, j'ai fait du sport depuis tout petit, j'adore ça, j'ai besoin de ça, je continue à en faire. Et donc avec Jérôme sur cette chaîne on fait beaucoup la promotion de l'activité physique. Et donc c'est vrai que par exemple un podomètre pour suivre le nombre de pas, je trouvais que c'était un exercice intéressant. Et puis il y a des gens qui nous ont mis des commentaires sur YouTube en disant mais dans quel monde on vit maintenant, on est même obligé de mesurer le nombre de pas qu'on fait, etc. Ouais. Et j'avoue que ça m'a fait réfléchir et c'est vrai que c'est difficile en fait de se positionner. Je pense que ce qu'il faut c'est se dire que c'est du cas par cas. Il y a des personnes pour qui ça peut être une forme de jeu, de se dire j'ai réussi à faire 500 pas, puis après j'en ferai 1000, puis après j'en ferai 2000, etc. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. La personne qui a mis ce commentaire là, je peux me douter qu'a priori elle est active dans sa vie et qu'en fait elle en a pas besoin. Et pour d'autres ça peut être un outil, en fait c'est ça, il faut que chacun teste et voit ce dont il a besoin. Exactement. Alors nous en termes de santé publique, globalement les outils comme ça ils fonctionnent assez bien, parce qu'il y a justement un jeu, on s'y prend au jeu et globalement ça marche assez bien. Par contre, et là il y a toute une discussion sur le fait qu'on est un être humain, on est en train de se mesurer en permanence, et ça effectivement c'est un petit peu les biais qui peuvent arriver. C'est vrai pour l'activité physique, mais c'est vrai dans l'ensemble des contextes. Et donc parfois il y a des gens qui se sentent un petit peu soumis vis-à-vis de cet objet et qui ont une relation un petit peu négative vis-à-vis de tout vouloir compter et tout vouloir mesurer. Donc c'est pas du tout obligatoire bien entendu de le faire, mais ça peut être effectivement un indicateur utile. Il y a des collègues qui travaillent justement sur cette manière dont on va travailler avec ces outils numériques et qui montrent justement qu'il y a une dépendance vis-à-vis des outils. Ils ont fait une étude où ils ont demandé aux coureurs de ne pas prendre leur montre, et les coureurs avaient tellement besoin de cette montre pour sentir qu'ils ont fait de l'activité physique que pendant le protocole ils ont caché la montre dans le sac à dos parce qu'ils avaient besoin de s'enregistrer. Donc là on a vraiment une relation qui est très très négative. On peut aussi vouloir toujours plus performer par rapport à la montre, et donc du coup on se dit mince je suis inférieur, mince j'ai pas fait ce que je devais faire, et donc là il y a du stress, il y a de l'anxiété, il y a de la culpabilité qui arrive. Et si on voit que ces émotions arrivent, là effectivement l'outil doit pas être utilisé. L'outil il a juste pour objectif de pouvoir objectiver un petit peu ce que vous faites, et ça doit pas être une norme qu'on cherche à atteindre, c'est juste pour se positionner. Mais c'est vrai qu'il faut faire très attention à la relation qu'on va entretenir avec l'objet. Moi-même, je me suis fait avoir aussi. J'avais ma montre qui s'était déchargée pendant la course et j'ai failli arrêter de courir pour rentrer. Et je me suis dit, non, je vais quand même continuer ma course. Donc, on voit bien qu'on a vite cette notion de si c'est pas mesuré, ça compte pas. Donc, il faut faire extrêmement attention, extrêmement vigilant à ça. Ouais. Il y a une traileuse pro qui fait partie des meilleures
au monde, qui court pratiquement son montre et qui fait pratiquement rien. Et finalement, c'est une bonne idée parce que bon, c'est vrai que le but, c'est aussi de se reconnecter à son corps. Exactement. Et donc, ça permet peut-être un petit peu de se relâcher, de sortir de la pression du temps aussi de nos vies quotidiennes. Donc, c'est sûr que si dans cet espace-temps pour nous, on rajoute une mesure et une métrique, on retourne dans la logique de il faut que ce soit compté, il faut que ce soit mesuré. Donc, ça peut effectivement parfois valoir le coup de pas du tout avoir d'objet ou de le cacher aussi pendant la course. Ça, c'est aussi une possibilité de vraiment pas pouvoir avoir accès aux informations pendant la course et juste regarder à la fin de la course. Tu parlais de l'importance de la sociabilisation, de l'environnement social. Est-ce que tu peux développer ça? Ouais, alors du coup, si on prend les théories psychologiques qui fonctionnent assez bien pour expliquer le bien-être, les motivations, les engagements, il y a une théorie qui est hyper utilisée, qu'on appelle la théorie de l'autodétermination, et qui considère que l'être humain, il a 3 besoins psychologiques fondamentaux. Le besoin de compétence, on en a parlé, donc sentir qu'on interagit efficacement avec l'environnement. Le besoin d'autonomie, sentir qu'on est à l'origine et qu'on fait des choix véritables dans nos vies. Et il y a un 3e besoin qui est le besoin de proximité sociale, sentir qu'on crée des relations vraies et positives avec des gens qui nous entourent. Et donc l'activité physique, en fait, ça peut être une occasion de créer des relations. Et si on arrive à créer justement ces relations et des moments positifs, on va avoir plutôt des expériences positives et on va pouvoir probablement plutôt s'engager dans l'activité physique. Je donne un petit exemple sur une étude qu'on avait fait en Suisse, à Lausanne, où il y avait un coureur qui nous expliquait qu'en fait, lui, tous les jours ou tous les 2 jours, il allait courir au bord du lac avec exactement la même personne et qu'en fait, la raison de l'activité physique, c'était pas de courir, c'était d'aller discuter avec son collègue. Et je donne toujours cet exemple aussi. Quand j'étais à Genève, on avait un groupe de Sud-Américains à Unimail qui, eux, ils avaient la même idée, sauf qu'ils s'étaient assis à une table à jouer à la belote. Alors, au niveau du système cognitif, c'est très bien de jouer à la belote. Par contre, c'est vrai qu'ils auraient très bien pu faire une activité physique à la place. Oui, ils auraient pu boire des Ricard aussi. Ils auraient pu faire quelque chose de plus négatif. Non, mais en fait, mais c'est intéressant. Moi, j'ai eu exactement cette expérience-là, où en fait, pendant un moment de ma vie, j'ai fait beaucoup de CrossFit. Et c'est vrai que j'étais très engagé dans cette pratique, des compétitions, etc. Et en fait, je me suis rendu compte au moment du Covid que si je faisais autant de CrossFit, c'est parce qu'à chaque entraînement, je retrouvais mes amis, en fait. Exactement. Et je me définissais comme quelqu'un peut-être de très sportif, très engagé, mais en fait, si je faisais cette pratique, c'était pour voir mes amis. Exactement. Et on a un collègue qui travaille beaucoup sur la notion d'habitude et qui a fait un article où il disait mais pourquoi tous les après-midi à 17h je vais donc c'était une université américaine, pourquoi tous les après-midi à 17h je vais au café de l'université et je prends un muffin. Est-ce que c'est parce que j'ai envie de ce muffin ou est-ce que c'est parce que je veux m'asseoir et retrouver mon collègue? Et il a essayé de dissocier les éléments et les motivations. Effectivement, c'est de retrouver son collègue. Et sa mauvaise habitude qui était de manger un muffin tous les jours, elle a été transformée en allant marcher avec son collègue tous les jours à 5 heures pendant 15-20 minutes, le temps de la pause. Donc il a identifié la raison. Et il a créé un contexte qui fait que cette fois-ci le comportement il est positif parce que manger un muffin tous les jours, clairement, même si c'est agréable sur le coup, c'est pas positif sur la santé. Tu as parlé, et après on enchaînera sur les habitudes parce que ça m'intéresse, du coût de l'effort, que le gros aspect négatif, et je voudrais qu'on redéveloppe ça, de l'activité physique, c'est la projection. Alors je pense qu'il y a un peu tout, donc on va revenir là-dessus, sur la projection de l'énergie que ça va nous demander. Ouais, sur la perception de l'effort. Sur la perception de l'effort. Donc ça, vraiment, ce qui compte, et ça, on est clair, c'est pas l'effort réel, c'est l'effort perçu. C'est ce que vous anticipez que ça va vous coûter comme effort. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour nous. C'est qu'est-ce qu'on estime, qu'est-ce qu'on pense que ça va nous coûter comme effort, ce comportement. Est-ce que prendre les escaliers, on va trouver que c'est un effort perçu élevé ou non? Est-ce que faire du crossfit, on va considérer que c'est un effort perçu élevé ou non? Et cette perception d'effort-là va être déterminante pour l'engagement. Plus la perception est élevée, moins la probabilité d'engagement va être forte. Donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que quand je suis dans mon canapé et que je me dis là, c'est le moment où j'ai prévu d'aller faire mon petit running, mon petit jogging. C'est difficile de m'y mettre parce que mon corps, il se dit, ça va me demander énormément d'énergie. Ouais. Et il surestime même l'énergie que ça va me demander pendant la sortie. Alors, il peut surestimer ou sous-estimer. Alors déjà, ce qui est sûr, c'est que le cerveau, il va anticiper l'effort. Et on peut montrer, donc là c'est les études en neurosciences, que au niveau des activités neurales, ça traite vraiment l'effort comme un coût et une expérience négative aversive. Donc ça, on peut vraiment bien le démontrer. Donc dans le canapé, en gros, si on pense à l'activité, dire ça va être fatigant. Voilà.
Et le cerveau, il y a vraiment une activité neuronale associée à ce coût et à quelque chose de négatif. Ensuite, est-ce que l'effort perçu, il est relié et est-ce qu'il est surestimé ou sous-estimé? Et ben en fait, ça va dépendre des émotions. Encore une fois, des expériences positives. Si quand vous êtes sur le canapé, si on prend l'exemple du CrossFit, on a trop hâte d'y aller parce qu'il y a avoir quelque chose à gagner, et ben le fait de se lever du canapé va être extrêmement facile parce qu'en vrai l'effort perçu, même si la dépense d'énergie va être élevée, l'effort perçu il est pas si grand parce qu'on a vraiment quelque chose qu'on va gagner dans la séance. Par contre, si cette séance vous l'aimez pas, c'est hyper désagréable. Si en plus si c'est une activité par exemple dehors et qu'il va pleuvoir ou qu'il fait froid, bah tout ça va rentrer dans l'idée de dire ah non, il va y avoir un coût qui va être élevé et donc là on va avoir plus de mal à s'engager et à mettre en place son intention d'action en comportement véritable. Moi, j'ai quand même l'impression, tu sais, t'as cette phrase que finalement, il y a aucune séance faite qu'on regrette d'avoir fait, que souvent quand même on surestime l'effort. Alors ce qui est sûr, c'est que ça, ce qu'on peut bien démontrer, c'est que c'est très rare d'avoir des gens qui disent j'aurais pas dû aller courir, j'aurais pas dû aller faire ma séance. Une fois qu'on est lancé, en fait, c'est parti. Donc il y a effectivement la difficulté, c'est d'initier. Mais l'initiation, elle est extrêmement difficile parce que on a vraiment le fait qu'on est dans une situation, et ça c'est notre approche, où on est bien parce qu'on est en train de minimiser la dépense d'énergie, on est en train de conserver notre énergie. Et donc notre cerveau, puisqu'on a des réserves, il n'y a aucune raison qu'on bouge de façon spontanée. Donc il faut que on arrive à utiliser en gros toute notre capacité cognitive de haut niveau, donc c'est-à-dire tout ce qui va être les parties préfrontales, pour dire je vais m'engager dans l'activité physique parce que c'est important pour ma santé. Mais si c'est que la santé, et ce qu'on a discuté tout à l'heure, ça va pas être suffisant. Donc il faut qu'il y ait quelque chose à gagner quand même. Mais effectivement, parfois on va surestimer le fait que ça va être désagréable, et parfois c'est extrêmement agréable, et on regrette rarement le fait d'avoir fait une séance d'activité physique. Ouais. Et moi j'ai l'impression que les bénéfices, le plaisir qu'on a à l'issue de cette séance de sport, il est également corrélé peut-être à l'effort qu'on a eu pendant cette séance, peut-être jusqu'à un certain seuil. Ouais. Peut-être qu'à un moment, si ça a été trop dur, en fait, on n'a plus de plaisir à la fin. Mais c'est le principe d'aller faire une randonnée et d'arriver au sommet et de voir la vue et de se dire, waouh, c'est vraiment magnifique. Et finalement, si la vue, je l'avais en ouvrant ma fenêtre, est-ce que finalement, je trouverais que c'est aussi beau? Alors ça, c'est hyper intéressant parce que là, on a discuté de l'effort dans la phase de prise de décision. L'effort est un coût, on va chercher à l'éviter. Et en fait, l'effort, il est paradoxal parce que une fois qu'on a engagé l'activité, plus vous avez mis d'efforts, plus la récompense va être élevée. On peut le montrer exactement avec cet exemple de montagne. Hein. J'utilise souvent l'exemple de Grenoble, où si vous prenez les bulles, vous allez voir le paysage de Grenoble, c'est beau. Si vous avez monté par les lacets, ça demande de l'effort. Probablement, l'expérience va être davantage positive. C'est vrai pour l'effort, c'est hyper bien démontré. Et c'est vrai aussi pour tous les autres coups. Si par exemple, on met des gens dans un IRM, donc un IRM fonctionnel pour mesurer l'activité neurale, qu'on leur fait goûter du vin, qu'on leur dit ce vin-là il coûte pas cher ou ce vin-là il coûte cher, plus le vin coûte cher, plus l'expérience de plaisir est positive. Pourquoi? Il y a eu un coût ici monétaire, et donc votre cerveau il va devoir gérer cette dissonance, gérer ce conflit, cette situation, et comment il va faire? Il va survaloriser l'expérience. Si vous avez acheté votre bouteille de vin extrêmement cher, vous allez probablement le trouver largement meilleur que si vous aviez acheté un vin à 5 €. Pourquoi? Parce que vous devez justifier cet investissement. Et l'effort, c'est un investissement. Et donc, votre cerveau, c'est encore un biais cognitif. Il va survaloriser la récompense pour justifier votre investissement et vous sentir bien et réduire ce qu'on va appeler donc la dissonance cognitive. Le fait qu'on va plutôt avoir un moment où on va être plutôt dans une situation agréable et pas une situation de tension. Ouais. Il est horrible cet exemple sur le vin, je trouve. Ouais, mais il marche bien. À l'heure actuelle, dans la santé, au niveau de la santé métabolique, il y a quelque chose qui est très à la mode et qui est pas à la mode sans raison, c'est le HIIT, High Intensity Interval Training. Donc c'est faire sur un temps assez court un effort physique très intense. Et j'ai dit que c'était à la mode, mais pas sans raison, c'est parce qu'en fait on a montré que c'était un peu mieux que les autres types d'activités pour des gens qui étaient en surpoids, qui avaient du cholestérol, qui avaient du diabète, qui avaient de l'hypertension. Il y avait un léger bénéfice pour la santé. Moi, d'un point de vue kiné et spécialiste du mouvement, je conçois cette idée, mais je me dis que c'est les gens qui ont un syndrome métabolique, des gens de plus de 50 ans, sédentaires depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui font pas d'activité physique, c'est la dernière population à qui j'irais proposer de faire du HIIT, donc un effort très court, très intense, où ils vont finir vraiment à bout de souffle, à repousser leurs limites,
Justement, pour tout ce qu'on a un peu abordé là, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Donc nous, on est entièrement en accord avec ça, c'est-à-dire que, alors il y a de la variabilité. On a même des questionnaires pour mesurer des gens qui vont préférer des exercices intenses et courts et des gens plutôt des exercices un peu plus longs et d'intensité modérée ou faible. Donc il y a effectivement des gens qui peuvent avoir une préférence pour l'exercice de haute intensité plutôt d'exercices modérés. Mais si on prend en moyenne et en général, et notamment pour les personnes âgées ou les personnes en situation aussi de pathologie chronique, le fait d'augmenter l'intensité va être associé à des expériences extrêmement négatives, et ça c'est hyper bien démontré. On a vraiment une réponse qui est homogène chez tous les participants. Quand vous êtes à des intensités extrêmement élevées, les expériences émotionnelles sont négatives, et donc si on a des émotions négatives, la probabilité de maintenir le comportement va être extrêmement faible. Donc peut-être que oui, et c'est souvent ce qu'on dit quand on travaille avec les physios, peut-être que sur le plan on va dire purement métabolique et physiologique, l'effet il est amélioré entre un HIIT et une activité modérée, mais en termes de santé publique, pour avoir des effets, il faut le maintien du comportement, et clairement le maintien du comportement sur des HIIT, il va être hyper difficile, et clairement pour des personnes qui vont être par exemple âgées, c'est pas quelque chose qu'on va proposer, en tout cas dans une perspective d'approche psychologie motivationnelle et de volonté d'avoir un effet. C'est bien de savoir ce qui marche, mais il faut que cette intervention fonctionne bien. Je le rappelle aussi souvent, mais ce que disait l'OMS, c'est que ce qui pourrait améliorer la santé publique, c'est pas de découvrir un nouveau médicament, c'est d'améliorer l'adhérence thérapeutique, parce qu'on a globalement 80% des patients qui adhèrent pas. Et déjà, les patients, ils adhèrent pas à des médicaments. C'est-à-dire le simple fait de prendre une gélule le matin ou le midi, on a du mal à avoir des patients qui adhèrent. Imaginez que je vous dise que cette gélule, avant de la prendre, en fait, va falloir secouer votre bocal pendant 30 minutes, et en plus, c'est désagréable. Est-ce qu'on pense que les gens vont réussir à le faire toute la vie et toute leur fin de vie ? C'est impossible. Donc il faut que le moment d'activité physique soit quelque chose de plaisant, parce que si ça l'est pas, il y aura absolument aucun maintien du comportement sur long terme. 3 mois, 6 mois, c'est possible, mais pas plus loin. Et je prends aussi cet exemple que j'aime bien en réhabilitation cardiaque, quand on était aux hôpitaux universitaires de Genève. On avait des patients qui avaient un infarctus du myocarde, donc ils étaient conscients de l'importance de l'activité physique, ils venaient dans notre service de réhabilitation, ils avaient 6 semaines de réhabilitation, globalement ils suivaient très bien le protocole, et à la sortie des 6 semaines, on n'avait plus que 1 sur 2 qui faisait de l'activité physique. Donc il y avait déjà 1 sur 2 qui avait lâché à la sortie des 6 semaines. Pourquoi ? Parce que pendant la période, on n'a pas assuré le fait que ce soit plaisant. Donc on les a chargés à des intensités qui étaient efficaces pour améliorer au niveau métabolique, au niveau physiologique, mais on n'avait pas pris en compte leur expérience affective. Et donc, dans le cadre des études aussi qu'on fait en Suisse, il y a vraiment cette volonté de faire que cette période de réhabilitation, c'est une occasion de créer un moment positif vis-à-vis de l'activité physique pour permettre le maintien des patients tout au long de la vie dans une activité physique suffisante pour leur santé. Mais donc, s'il y a quelqu'un qui nous regarde là, qui se dit, moi, je suis sédentaire, je fais pas d'activité physique. Bon, j'ai fait l'amalgame entre les deux, c'est pas tout à fait la même chose, mais je fais pas d'activité physique. Mais j'ai envie de m'y mettre parce que j'ai compris ou j'ai des petits problèmes de santé et je sais qu'ils seront améliorés par une pratique de l'activité physique. J'ai compris, pour faire diminuer cette perception de l'effort, il faut que j'associe du plaisir. Ouais. Comment je fais pour mettre du plaisir dans ma pratique de l'activité physique ? Exactement, c'est vraiment le raisonnement qu'il faut avoir. Alors il y a plein de petites astuces qu'on peut donner qui vont être plus ou moins efficaces en fonction des personnes, mais si on sépare, on a 2 grands leviers possibles qui ont été proposés. Un premier levier où on va agir dans ce qu'on appelle le fond de l'activité physique, et un levier dans lequel on va agir sur la forme. Donc le fond de l'activité physique, la première chose qu'on peut agir, c'est l'intensité. Si vous faites des exercices de trop forte intensité, on sait que ça va être associé à une expérience négative. Exactement ce qu'on a dit avant avec le HIIT. Donc ça, clairement, c'est une technique, il va pas falloir vous charger trop au niveau de l'intensité de l'effort, et notamment en fin de séance. C'est-à-dire que si vous voulez faire de l'intensité, c'est possible, mais par contre, votre fin de séance doit être la plus positive possible. Essayez d'avoir un retour au calme. Voilà, un retour au calme, de faire que ce soit un moment agréable, de prendre le temps aussi de vous récompenser sur l'effort, de dire voilà, c'est agréable, je me sens bien, je me sens vital. Donc de vraiment avoir cette capacité de dire la fin de séance doit être positive, parce que votre cerveau, il va pas mémoriser la moyenne de votre expérience, il va vraiment mémoriser la fin de cette expérience. Donc il faut vraiment focaliser sur la fin. C'est le principe du restaurant où s'il y a un bon dessert, généralement on se dit le repas était pas mal. Par contre, si on finit avec un dessert qui est pas terrible, exactement, mauvaise note.
Et ça, c'est issu des travaux de Tversky et Kahneman. Donc Kahneman, c'est un prix Nobel d'économie et c'est un psychologue. À la base, il travaillait sur la colioscopie, comment améliorer l'adhérence aux colioscopies. Et en fait, il avait deux groupes. Un groupe expérimental dans lequel c'était une colioscopie classique et un autre groupe expérimental dans lequel, cette fois-ci, il faisait la colioscopie classique et il rajoutait 10 minutes dans lequel il laissait la sonde, mais il bougeait pas. Donc ça devenait désagréable, mais plus douloureux. Donc on a une situation, on a un groupe qui fait une colioscopie douloureuse d'une certaine durée, un groupe dans lequel il a cette même colioscopie douloureuse, plus 10 minutes d'un moment inconfortable mais pas douloureux. Il mesure l'intention des gens de refaire la colioscopie, la probabilité qu'ils refassent un test dans les 5 ans qui suivent. Et ce qui fonctionne bien, c'est que le groupe à qui on a rajouté 10 minutes de temps inconfortable, même s'ils ont eu la même douleur de colioscopie, ils ont eu 10 minutes de temps inconfortable en plus. Ce qu'ils se souviennent, c'est plutôt ça. Et donc leur intention de refaire le test est plus élevée et ils vont effectivement plus refaire le test après. Donc la fin de l'expérience, il faut vraiment en prendre soin. Il faut vraiment faire attention à cette fin. Donc ça, c'est le fond. Et puis après, on a la forme de l'activité. C'est qu'est-ce qui va entourer cette activité physique. La première chose qu'on utilise souvent, c'est le fait de plutôt être en pleine nature. Ça, c'est bien démontré que les expériences sont davantage positives si vous allez courir en pleine nature que dans une salle devant un mur et vous regardez, vous regardez les autres autour de vous, mais vraiment face à un mur, c'est pas le plus positif. On peut aussi considérer, c'est vrai pour la majorité des personnes, même s'il y a une petite variabilité, le fait de faire en groupe, ça va être aussi quelque chose de positif et on en avait discuté. Et le dernier élément aussi, c'est la musique. On peut montrer que certaines musiques, alors ça dépend de la fréquence, il y a des playlists que vous pouvez trouver sur Internet, on peut montrer que quand vous utilisez des musiques d'une certaine fréquence, ça améliore l'expérience affective pendant l'activité physique. Donc on a vraiment plein de techniques. C'est quoi cette fréquence ? Alors de mémoire, c'est des choses plutôt rapides, non ? C'est entraînant, c'est. Ouais, il faut que ce soit coordonné à l'activité. Donc si c'est modéré, c'est pas forcément les mêmes. C'est ce qu'on appelle des BPM, un battement par minute. Donc on a des playlists par exemple pour l'activité modérée. Si je me trompe pas, c'est entre 120 et 135 BPM. Je suis plus sûr des BPM et ça permet en fait d'avoir une certaine forme de synchronisation. Et ça, effectivement, votre cerveau il va bien apprécier ça et ça va plutôt déclencher des émotions positives. Mais c'est vrai que sur Spotify par exemple, on trouve des playlists dédiées au sport. Exactement. Donc je suppose qu'elles doivent correspondre au niveau de ces fréquences. Ouais. Et ça a bien, ça fonctionne vraiment bien, et ça va du coup diminuer la perception de l'effort. Et typiquement, si on reparle des études qu'on fait sur l'université de Genève, dans les patients en réhabilitation cardiaque, on teste un protocole avec la musique. Et on complète ça avec la notion de fin où on va mettre une musique vraiment juste à la fin, sur les 5 dernières minutes, pour voir si un protocole dans lequel on ajoute cette musique à la fin, elle est particulièrement efficace pour améliorer la mémoire affective et améliorer la probabilité que les gens se réengagent dans la séance d'activité physique. Ouais. Ce que je te disais avant, c'est que c'est intéressant parce que tous les ingrédients que tu viens de me donner là pour donner une expérience agréable de l'activité physique pour quelqu'un qui voudrait débuter, c'est ceux qu'on retrouve dans les clubs de sport qui se montent. Nous, on habite à Paris, où c'est ça. Alors, pour le coup, la seule chose qui déroge un peu, c'est que c'est en salle, c'est à l'intérieur, mais c'est en groupe. Souvent, c'est intense, mais il y a un retour au calme avec des étirements qui sont pas forcément peut-être justifiés sur l'intérêt de l'étirement, mais qui ont un but de retour au calme, du fait de prendre du temps pour soi, de calmer son rythme cardiaque, calmer sa respiration et se centrer un petit peu sur soi. Et il y a de la musique à fond. Ouais. Alors moi je suis pas spécialiste de salle, mais en tout cas au niveau théorique, c'est vraiment les leviers qui sont pour nous qui vont favoriser l'expérience positive et donc probablement augmenter le maintien en fait des gens. Donc nous, notre objectif, il est en termes de santé publique, c'est de faire en sorte que les gens maintiennent l'activité physique pour leur santé et leur bien-être. Et eux, probablement, ce qu'on discutait, c'est pour que leur business plan fonctionne et qu'ils arrivent à avoir des adhésions et des maintiens de ces adhésions au cours du temps. Alors que c'est vrai que les salles plutôt traditionnelles, si elles faisaient un abonnement à 1 an moins cher, c'est parce qu'elles savaient très bien que la majorité de leurs pratiquants, au bout de 3 mois, ils y viendraient plus. Donc le fait d'avoir un business sur vous mettez et on vous garde 1 an et ça va coûter moins cher, c'était parce qu'ils anticipaient le fait que les gens allaient pas maintenir. Donc là, maintenant, on a enfin effectivement peut-être des entreprises qui essayent. Effectivement, c'est pour fonctionner mieux au niveau financier, mais ce qui essaye de favoriser l'adhésion des participants. Donc, ça a l'air de bien fonctionner, en tout cas sur ça. Ouais. Quelle est l'importance de l'activité physique en elle-même ? Parce qu'en fait, tout le monde, il y a des gens qui vont être attirés par de la danse, il y a des gens qui vont être attirés par de la course à pied, d'autres par de la boxe. Je pense qu'il faut essayer d'en tester plusieurs pour voir c'est quoi, ce qui nous plaît le plus, ce qui permet d'avoir le plus de plaisir, ceux dans lesquels on est le plus compétent.
Alors ouais, alors ce qui est clair, c'est que une des excuses pour l'absence d'activité physique, c'est de dire que ça ne plaît pas. Ah, okay. Et oui, il y a aussi nul. Hein. Et en fait, les deux ils collent parce que si vous êtes compétent, vous allez apprécier. Ça, on peut vraiment bien le démontrer. Le fait de se sentir compétent fait que ça devient agréable. Donc la compétence et l'émotion positive, elles sont intimement liées et les deux vont de pair. Hein. Donc clairement, se sentir compétent et prendre du plaisir, c'est une clé. Et donc effectivement, une des stratégies, c'est d'essayer plusieurs activités qui vous plaisent. Enfin, plusieurs activités, il y en aura bien une à un moment donné qui va finir par vous plaire. Si courir, c'est hyper désagréable pour vous, bah c'est pas la peine de s'acharner. Peut-être que le vélo, ça va plus vous convenir, ou peut-être que la marche va plus vous convenir. Ce qui est important de bien noter, il y a les différences en termes d'activité sur certains types de bénéfices, c'est vrai, mais ce qui est clair, c'est que toutes les activités vont avoir des bénéfices. Et on peut le montrer notamment par le nombre de pas. Hein. Dès que vous vous mettez en mouvement, dès que votre nombre de pas augmente, vous avez une réduction du risque de mortalité. Alors il y a le fameux 10 000 pas, ça je peux le dire, c'est faux, hein, ça n'existe pas. C'est pas une guideline qu'on doit atteindre, ces 10 000 pas. En fait, c'est dès que vous commencez à marcher, vous avez des bénéfices sur votre santé et on voit que dès 5 000, 7 000 pas, déjà, les bénéfices sont extrêmement élevés. Donc, dès que vous commencez à faire des pas, c'est positif. Et ça aussi, ça a été mis en avant par l'Organisation mondiale de la santé. En 2010, les recommandations, elles portaient sur toutes les activités qui durent au moins 10 minutes. Donc en gros, si vous alliez marcher pour votre pain, vous prenez l'escalier, ça comptait pas. Aujourd'hui, on regarde l'ensemble des données qui sont accumulées, chaque pas compte. Et donc le fait de prendre les escaliers, ça va compter et ça va avoir un bénéfice sur votre santé physique clairement démontré. Et dans la littérature scientifique, on a même vu apparaître ces derniers temps les effets de l'activité physique très très courte. Ouais. Exactement. Ouais. Ce qui s'appelle, ils ont appelé ça les exercices snacks ou les snacks d'exercice. Alors, on a un gros débat dans la littérature sur ça entre collègues au niveau théorique, on va dire. Snack, ça fait un peu Kit Kat, quoi. Voilà. Donc, il y a vraiment des gens qui sont contre cette idée. Mais ce qui est vrai, en tout cas, en termes de résultats, et il y a un chercheur qui a vraiment toute une littérature sur ça qui s'appelle Stamatakis, qui est aussi à l'Organisation mondiale de la santé d'ailleurs, montre qu'effectivement, lorsqu'on va ajouter des exercices de courte intensité et vigoureuse dans la journée, on va globalement avoir des effets positifs sur la santé. Ouais. Donc typiquement, ça veut dire que les gens qui sont sédentaires, qui ont un travail de bureau et qui vont rester 4 heures sans bouger devant leur ordinateur durant la matinée, ce qui est pas bon parce qu'on sait qu'il faudrait essayer de se lever toutes les demi-heures, etc. Ouais. Pour casser un peu cette sédentarité. Peut-être qu'au moins ça vaut le coup si la personne n'y pense pas, que c'est difficile. Au milieu de ces 4 heures, à peu près à 2 heures, elle monte les 4-5 étages de son immeuble, elle redescend tout en bas, hop, elle revient à son étage et elle se remet à travailler. Et ça, il y a déjà des effets et ça lui a pris 2 minutes. Exactement. Alors ça, c'est clairement une chose qui peut être vraiment efficace, quoi. C'est de penser dans sa journée à casser un moment son temps sédentaire. Alors ça peut être avec de l'intensité vigoureuse comme monter les escaliers, pourquoi pas. Et après, nous aussi, ce qu'on conseille, c'est d'organiser son espace de travail quand c'est possible pour pouvoir faire de l'activité physique ou en tout cas casser son moment sédentaire. Typiquement, quand vous avez un coup de fil téléphonique, c'est de prendre le réflexe et l'habitude de pas le faire assis et de le faire en se déplaçant. C'est si vous prenez du café, c'est peut-être de pas avoir votre bouilloire ou votre machine à café à portée de main du bureau et que ça vous impose finalement de devoir vous déplacer. Donc il y a plein de petits trucs et petites astuces qui peuvent être mises en place pour essayer en gros de bouger, en tout cas de casser votre temps sédentaire toutes les demi-heures et si possible, mais ça c'est pas forcément le cas pour tout le monde, de créer de l'intensité d'effort, comme prendre les escaliers à une certaine vitesse et là effectivement il y aura des bénéfices sur la santé qui vont être démontrés. Ouais. Dans ton livre, tu parles aussi de cette notion de self-control. Ouais. Est-ce que tu peux développer ça? Ouais, alors c'est une définition qui est centrale en psychologie. On va appeler ça self-control ou contrôle de soi. C'est cette capacité à agir conformément à ce qu'on a décidé. J'ai une intention, j'ai une décision et je vais être capable de tempérer toutes mes pulsions, toutes mes envies immédiates pour atteindre mon but que je me suis fixé à long terme. Si je prends l'exemple de l'alimentation où ça marche bien, j'ai décidé de pas prendre de part de flan aujourd'hui. J'arrive à la boulangerie, je suis attiré par cette part de flan parce que j'aime ça et c'est quelque chose qui me donne vraiment envie et en plus j'ai faim. Est-ce que je vais être capable d'agir sur mon self-control, donc d'utiliser mon self-control pour inhiber ma pulsion vis-à-vis du flan et dire non, je vais juste prendre la salade ou juste prendre mon sandwich, ou est-ce que je vais être incapable d'utiliser ce contrôle de soi et je vais craquer et je vais prendre ce flan en plus par exemple de mon sandwich. C'est vraiment ça cette idée de self-control, capacité à inhiber nos pulsions immédiates.
Et ça, encore une fois, c'est de l'inné, c'est de l'acquis, ça peut se développer. On a l'impression qu'on a autour de nous dans notre entourage, on a des modèles, on a l'impression que c'est des barres de fer, des gens, quand ils ont décidé quelque chose, ils ont une volonté de faire, justement, et ils s'y tiennent et ils dérogent jamais. Alors on a de la variabilité clairement avec notamment ce qu'on va appeler la personnalité. C'est pas mon expertise principale, mais on a ce qu'on appelle les traits de personnalité. Il y a 5 grands traits, c'est le modèle en 5 facteurs. Et effectivement, il y a des traits de personnalité qui renvoient à cette discipline de faire. Il y a même un item dans le questionnaire où c'est de mémoire, c'est j'ai une discipline de faire, ou les autres disent de moi que j'ai une discipline de faire. Donc on a des tendances, des dispositions à être plus ou moins capable d'exercer du contrôle de soi. Maintenant, ça se travaille aussi, notamment pendant l'enfance. On a une période qui est assez critique et sensible dans le développement, donc on peut aider les enfants justement à développer ce contrôle de soi, à leur apprendre à gérer aussi le fait qu'il y a des pulsions, il y a des envies, mais qu'il faut être capable parfois de réguler. Alors ceux qui ont des enfants, ça peut les faire sourire parce que c'est hyper difficile, ils sont pas matures encore au niveau de tout ce qui est préfrontal, donc c'est très très difficile pour eux, mais c'est des choses qui peuvent effectivement se développer avec l'apprentissage. Et une bonne nouvelle, c'est que l'activité physique joue un rôle clé dans ça, puisqu'on peut démontrer que l'activité physique va vraiment améliorer le fonctionnement cognitif, et notamment ce qu'on va appeler les fonctions exécutives. Donc c'est plutôt des fonctions qui sont au niveau de tout ce qui est préfrontal, et dans ces fonctions-là, on a la capacité d'inhibition et donc la capacité de contrôle de soi. Donc finalement, faire de l'activité physique, c'est aussi une garantie finalement d'améliorer ces capacités de contrôle de soi. Donc les fonctions exécutives, ça serait la capacité à faire quelque chose. En tout cas, c'est toutes les fonctions qui vont vous permettre d'être relativement flexible, d'être capable d'agir conformément à ce que vous voulez. Donc c'est quelque chose d'assez général, les fonctions exécutives, mais ça vous permet en fait de répondre à des tâches qui sont assez difficiles. Ouais. C'est pas opposé et contraire, le fait d'être flexible et donc de s'adapter un peu à une situation, et au contraire le fait d'avoir cette volonté de faire, ce self-control en se disant quoi qu'il arrive je vais aller courir. Non, parce que la flexibilité, c'est cette capacité finalement à se réorganiser par rapport à la situation. Donc si par exemple vous avez une discipline élevée, mais que dans la situation donnée, ça sert à rien d'être buté parce que par exemple vous avez un ami qui est là, il vous propose un verre et ça ferait pas sens. Quelqu'un qui va pas avoir de flexibilité, qui va être rigide, il va pas pouvoir déroger à la règle, et il serait pas à l'aise de déroger à cette règle. Donc c'est pas forcément quelque chose de complètement positif. Donc la flexibilité, c'est aussi quelque chose qui est fondamental. Ouais. Et cette capacité aussi de passer d'une tâche à une autre, c'est quelque chose qui est fondamental aussi, et qui va être vraiment permise par vos fonctions cognitives de haut niveau. Ouais. Ce que tu as expliqué à l'instant, ça m'a fait penser à cette expérience où on a donné des marshmallows à des enfants. Je me trompe ou ça regroupe un peu la même idée? Alors c'est exactement ça, l'étude de Walter Mischel, qui avait vraiment hyper bien fonctionné. C'était une étude pour tester le contrôle de soi. Il avait appelé son modèle le système chaud et le système froid. Et l'idée que le système chaud, c'était justement toutes nos pulsions. Et chez les enfants, la pulsion, elle pouvait être matérialisée par un marshmallow. Et l'étude de Walter Mischel, ce qu'il propose, c'est de mettre un marshmallow devant le nez des enfants, de leur dire je reviens dans 15 minutes, et si dans 15 minutes vous n'avez pas mangé le marshmallow, vous en aurez 2. Et il mesurait donc la capacité des enfants à résister, et puis ensuite il les a suivis tout au long de la vie, et dans son étude originale il a montré que les enfants qui résistaient, ils avaient des meilleures trajectoires de vie, ils avaient un meilleur emploi, ils divorçaient moins, ils avaient une meilleure santé, etc. Après, ça a été hyper remis en cause. Il y a une étude récente qui a été faite. Et en fait, ce qui fait la différence, c'est pas vraiment leur performance dans la tâche, c'est leurs conditions socio-économiques. On voit que les enfants qui étaient de conditions vulnérables, en fait, eux, ils mangeaient plutôt le marshmallow. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette idée, ce marshmallow, il est là. Au moins, je suis sûr de ça et je vais le prendre. Donc, en gros, ce qui prédisait vraiment les trajectoires de vie, c'était pas forcément ce contrôle de soi, mais plus les conditions socio-économiques des enfants. Donc, ça a été quand même remis en cause, ce pouvoir total du contrôle de soi. Mais c'est vrai que avoir du contrôle de soi, c'est une garantie quand même efficace pour s'organiser dans la vie de tous les jours. Ça, c'est clair. Ça fait assez peur quand même. En tout cas, l'étude de Walter Mischel faisait peur parce que il y avait cette idée qu'en gros tout était prédéterminé. Et là, on est complètement revenu sur cette idée-là. Et puis il y a un article aussi. Alors j'ai oublié le nom de l'auteur, mais que j'aime bien citer. Il explique que si on veut améliorer la santé des gens, il faut pas développer le self-control. Il faut réduire le besoin qu'on a de l'utiliser.
Autrement dit, si vous voulez réduire et améliorer, par exemple, l'alimentation des conditions des personnes issues des quartiers défavorisés, une des choses à faire, c'est peut-être de réduire la densité de fast-food. Parce que malheureusement, on le voit, et ça s'ajuste très bien, dans les quartiers défavorisés, vous avez un taux d'obésité qui est plus élevé et vous avez aussi davantage de fast-food. Donc en gros, quand vous êtes défavorisé, vous avez besoin de plus de contrôle inhibiteur, plus de contrôle de soi pour pas aller dans cette tentation-là. Et en France, ça existe, mais il y a des pays où c'est encore plus marqué. Si vous êtes aux États-Unis, dans certains quartiers, pour aller prendre des fruits et légumes ou des alimentations non transformées, il va falloir prendre votre voiture parce que ça va être très loin et en plus ça va être beaucoup plus cher. Donc le contrôle de soi, pour moi, c'est important que les gens en soient équipés, mais c'est aussi important que les politiques publiques s'organisent pour que l'environnement ne donne pas plein de tentations et permette aux gens finalement de pas forcément toujours avoir à mobiliser du contrôle de soi. Et on le voit aussi sur des politiques publiques. En Belgique, par exemple, là, ce qui vient de sortir, c'est que les tabacs, maintenant, les paquets de cigarettes vont être cachés. Et c'était déjà le cas quand j'étais au Canada. Hein, les cigarettes, on pouvait pas les voir. Et quand on est dans le bureau de tabac, elles n'existaient pas, les cigarettes. Elles étaient cachées sous quelque chose. C'est cette idée, finalement, que il faut enlever au maximum dans l'environnement tous les éléments qui vont vous demander du contrôle de soi. Donc oui, c'est bien d'en avoir, mais c'est mieux si l'environnement nous permet de pas avoir à les utiliser. Ils ont un lobby du tabac un peu moins fort que chez nous. Exactement, ouais. Malheureusement. Cette notion de volonté, du coup, est-ce que ça veut dire que au fil, on se réveille le matin, on a un stock de volonté et suivant les situations dans lesquelles on va se retrouver au cours de la journée, on va grignoter notre stock de volonté parce que là, on en a utilisé un petit peu pour pas manger les croissants que notre collègue a ramenés. Là, on en a utilisé un petit peu pour aller manger une salade le midi ou faire un peu de sport. Et du coup, au bout d'un moment, on a utilisé tout notre stock de volonté et il y en a plus pour la fin de la journée. Ça, c'est une théorie qui est vraie ou pas? Alors ça, c'est une théorie qui est proposée par Baumeister, qu'il appelle l'ego-déplétion, la déplétion de l'ego, au même titre que vos muscles, ils peuvent ne plus être capables de se contracter parce que vous avez trop contracté. Il y avait effectivement cette proposition sur le contrôle de soi. Ce qui est certain, c'est que cette idée que le contrôle de soi fonctionnerait comme un muscle, c'est pas validé. C'est une belle proposition, mais qui a pas été validée. Par contre, ce qui est certain, et c'est ce que les gens ressentent, c'est qu'à un moment donné, on a peut-être au cours du temps une perte de motivation. Que si vous avez exercé trop d'efforts, à un moment donné, ça devient peut-être plus difficile de le faire. Est-ce que c'est de la fatigue mentale? Est-ce que c'est de la perte de motivation? On n'est pas encore au clair sur ça. Donc l'expérience, en tout cas, que plus on a exercé des contrôles, plus ça devient difficile, elle est vraie. L'explication théorique qui sous-tend ça, on est un petit peu moins au clair. Et c'est pas certain que ça fonctionne comme un muscle. Et un exemple que je peux donner, c'est que si par exemple vous exercez du contrôle de soi, mais pour des motivations de très haute qualité, et je rebondis sur la théorie de l'autodétermination, probablement le fait d'avoir exercé de l'autocontrôle, au lieu d'enlever et de réduire vos capacités et votre volonté d'exercer du contrôle, ça va peut-être l'augmenter. Parce qu'il y a un moment donné, ce contrôle de soi, il vous a fait plaisir, il vous a donné un sentiment de compétence. Donc au final, ça va vraiment dépendre de comment vous allez contrôler les choses de manière qualitative. Donc c'est pour ça que je pense que le contrôle de soi peut effectivement épuiser, mais ça dépend des raisons pour lesquelles vous exercez le contrôle de soi. Et puis l'issue, je suppose. Et par exemple, je sais pas, on se prive d'un gâteau et finalement on a atteint notre objectif de perte de poids. Ça va être une gratification énorme et peut-être que la fois prochaine on se dira la dernière fois que j'ai réussi à résister à cette situation, il y a eu une issue qui était très favorable et donc j'ai réussi à me motiver, alors que si en fait ça s'est pas passé comme on voulait quand on est remonté sur la balance, ça va être très dur du coup de remettre de l'engagement dans cette situation. Exactement, ça les raisons et les conséquences, c'est deux éléments qui peuvent être clés sur ça. Donc oui, ça peut épuiser, mais ça va pas toujours être le cas. Par rapport à ce que tu nous as dit, moi j'ai cru comprendre que du coup, il fallait quand même essayer de contrôler un peu son environnement, notamment avec cette question un petit peu de tentation. Et j'ai l'impression que ce que tu nous dis, c'est que ça peut être bien de pas avoir du Nutella partout dans ses placards pour avoir moins de tentation. Et ça peut et ça avec je sais pas de la confiture, avec des biscuits, avec des gâteaux, etc. Et pourtant, il y a quand même certains autres professionnels qui vont dire, en fait, on a une relation qui est saine avec la nourriture qu'à partir du moment où, entouré par tous ces éléments tentateurs, on va réussir à ne pas succomber. Oui, alors, ce qui est certain, c'est que si la tentation est pas là,
Si elle est pas visible, bah vous avez pas cette envie et cette pulsion que vous allez avoir du mal à réprimer pour aller consommer le produit. Donc si la tentation est pas là, effectivement, c'est il n'y a pas cette envie de le faire. Donc en tout cas moi un conseil que j'ai alors sur l'activité physique, c'est plus ma spécialité, mais sur l'alimentation, c'est que si vous n'avez pas ces produits chez vous, ça va être potentiellement plus facile. Maintenant, quelqu'un qui a une capacité de contrôle de soi extrêmement élevée, il va effectivement être capable de résister. Moi, je pense aux bonbons de mes enfants dans le placard. Après, je suis pas fanatique de bonbons, mais j'ai pas du tout une envie de le faire. Par contre, des fois, il y a Pâques, il y a des petits chocolats, et même si j'arrive globalement 90 jours sur 100 à inhiber ma pulsion d'aller manger le chocolat, ben il se trouve que j'aurais mangé leurs 2 paquets de chocolat d'Halloween parce qu'à un moment donné, j'étais fatigué, j'avais faim et la tentation était là. Si elle n'avait pas été là, je l'aurais jamais consommé. Donc je trouve que oui, c'est vrai qu'on peut évaluer la capacité des gens à faire face à toutes les tentations, mais encore une fois, ça revient à l'idée, c'est mieux d'enlever cette moi, je suis nécessité de faire le construire contrôle. Son environnement, je pense que c'est beaucoup plus facile. En tout cas, les deux sont pas en contradiction, c'est-à-dire c'est bien de développer ses capacités, mais c'est bien de pas avoir à les utiliser. Donc autant pas se mettre de tentations inutiles. Et ce qui est sûr, en tout cas, c'est de se challenger, de dire j'aurais réussi à adopter une alimentation saine le jour où je pourrais ne pas manger les chocolats qui sont présents dans mon placard. Ça n'a pas de sens. Si vous n'arrivez pas à le faire, prenez pas de chocolat. Tout à l'heure, tu as parlé d'un collègue à toi qui avait pour habitude d'aller à la cafétéria pour voir un ami et manger un muffin. C'est quoi le rôle des habitudes ? Est-ce que justement c'est une bonne solution de mettre en place des habitudes pour développer une pratique, par exemple de l'activité physique ? Est-ce que ça permet de diminuer ? On a beaucoup parlé de ce coût de l'effort, cette perception de l'effort. Est-ce que ça permet et t'as dit que la difficulté c'était d'initier vraiment. Exactement. Est-ce que justement ça joue là-dessus ? Exactement. Le but de l'habitude, c'est vraiment cette idée que le comportement il va être déclenché de manière automatique. Et pour que ce comportement soit déclenché de manière automatique, l'idée de l'habitude, c'est que vous devez répéter un même comportement dans un contexte particulier. Et donc, à chaque fois que vous allez voir le contexte, votre cerveau, il va automatiquement déclencher le comportement. Alors, dans certains cas, on peut vraiment avoir le comportement total. Par exemple, vous prenez le muffin et vous le mangez parce qu'il est disponible et il est là, ou des bonbons sur une table, vous les prenez, vous les mangez. Dans le cas de l'activité physique, c'est ce que dit aussi un autre de mes collègues. Bien entendu, tout n'est pas automatique et c'est juste la décision. Vous n'allez pas vous réveiller d'un coup en vous disant j'étais assis sur le canapé, et vous n'allez pas vous retrouver d'un coup avec des chaussures en train de courir sur l'asphalte. Par contre, la décision, elle peut être vraiment faite de manière habituelle, c'est-à-dire que vous rentrez chez vous et vous savez qu'à chaque fois que vous rentrez chez vous à 5 heures, ce que vous faites, c'est que vous posez votre sac et vous mettez vos chaussures. Et en fait, au fur et à mesure de créer cette habitude-là, donc d'avoir identifié un contexte, d'avoir identifié une réponse particulière à ce contexte, ça va faciliter votre prise de décision et du coup, c'est moins coûteux. Et donc, c'est vraiment hyper efficace l'habitude pour automatiser la prise de décision. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans tous les contextes de vie et pour l'activité physique aussi. Comment on peut instaurer une nouvelle habitude alors ? Ouais, donc là, moi, j'ai un thésard qui commence, qui est kiné et qui est sur... C'est bien, il y a plein de gens qui travaillent pour toi, je vois. Ouais. Il commence sur le fait comment aider les patients à adhérer tout ce qui est réhabilitation de la main. C'est un vrai problème. Et le cœur, c'est l'habitude. Et du coup, comment faire ? Alors, on va avoir un programme de recherche sur ça, mais l'idée, c'est de créer un comportement qui va être à chaque fois mis en place quand on rencontre un contexte particulier. Donc typiquement, si c'est l'activité physique, par exemple aller marcher, ça peut être très bien de dire voilà, tous les soirs quand je rentre du travail, la première chose que je fais, c'est je vais pas aller m'asseoir sur le canapé, mais je vais plutôt mettre mes chaussures. Ça peut être aussi, là vraiment pour la réhabilitation, ça peut être de dire aux patients, voilà, quand vous allez faire votre exercice qu'on vous demande, vous allez le faire toujours à la même heure. Ça va être toujours à 10h le matin, par exemple, ou à quelque chose qui vous plaît. Et l'autre élément aussi fondamental des habitudes, c'est qu'il faut qu'il y ait une récompense. C'est-à-dire qu'il y a le stimuli. Est-ce qu'on a un élément dans l'environnement qui déclenche le comportement, donc le comportement et la récompense, qu'est-ce que ça nous apporte? Et donc il faut aussi que le comportement il apporte quelque chose de récompensant, sinon la mise en place de l'habitude va être plus difficile. Donc c'est vraiment le stimuli, le comportement et une récompense associée. Et la récompense, ça peut être la compétence, ça peut être le fait de voir dans la mobilité de la main qu'on est de plus en plus mobile sur la main. Voilà, il y a plein de choses, mais c'est vraiment ce triptyque stimuli, comportement, récompense qui va favoriser le développement de l'habitude. Moi, j'ai une anecdote là-dessus. Donc, très souvent, des patients, on leur donne des exercices à faire à la maison. Et c'est vrai que au bout d'un moment, pour des raisons biologiques, on veut qu'il y ait un travail, mais on veut qu'il y ait du repos.
Donc, dans certaines situations, ça m'arrive de donner des exercices à des patients à faire 1 jour sur 2. En fait, ça, je me rends compte que c'est très compliqué pour un patient. Et en fait, ils préfèrent faire le même exercice tous les jours. Plutôt qu'avoir 24 heures, 24 heures où il fait rien et on reprend 24 heures plus tard. Et il me dit, oui, mais du coup, dans ma routine, c'est pas pareil, etc. Alors que moi, j'ai l'impression que, je le soulage. En fait, je lui ai enlevé 50% des exercices. Et en fait, non. Et non, parce que du coup, dans cette stratégie-là, le même stimuli, par exemple, si c'est tous les jours, le faire à 10 heures, du coup, il y a 1 jour sur 2 où le 10 heures déclenche pas le comportement. Et donc, l'habitude peut pas se développer parce qu'il faut vraiment que ce soit systématique. C'est vraiment l'idée de l'habitude. C'est à chaque fois que je rencontre le stimuli, hop, ça déclenche mon comportement. Et donc, si on crée une situation où le même stimuli, on doit en gros inhiber le comportement, on va pas permettre de développer l'habitude. Et donc, paradoxalement, c'est bien en tout cas de répéter à chaque fois que la personne rencontre le stimuli, il faut qu'elle puisse faire le comportement. Ouais. Ça va faciliter l'habitude. Moi, ce que j'ai trouvé dans ce cas-là, c'est que 1 jour sur 2, je lui donne une autre routine d'exercice qui fait travailler autre chose. Mais comme ça, au moins, il a toujours quelque chose à faire. Mais juste, j'ai toujours encore mes 48 heures de repos sur la zone que je veux mettre au repos. Typiquement, ouais. Et comme ça contourne le problème. Ça marche bien parce que le patient a identifié que tous les jours à 10 heures, il doit faire sa séance et il y pense pas, il y réfléchit pas, c'est automatique. Peut-être même qu'il a mis une alarme sur son téléphone, j'en sais rien, mais il va savoir que tous les jours à 10 heures ou à l'heure qu'il arrange, il va mettre en place le comportement, ouais. Je te propose qu'on finisse avec 2 questions qu'on pose à tous nos invités. Si tu devais donner un seul conseil à tout ton entourage, aux gens que tu fréquentes, pour être en meilleure santé, lequel choisirais-tu ? Donc là, je vais être biaisé aussi au niveau cognitif, mais je vais dire prendre conscience de notre tendance au moindre effort. Ça, je pense, c'est vraiment la clé pour moi. Et du coup, les repérer, en fait, toutes les éléments dans l'environnement qui nous poussent à aller vers le moindre effort et trouver une solution alternative. Par exemple, escalier, escalator. Prochaine fois que vous allez voir cette situation escalier, escalator, prenez l'escalier. Vous ça, faut pas réfléchir. Ça, c'est... Et après, ce sera automatique, ouais. Ça, faut absolument pas réfléchir. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai adopté il y a pas si longtemps que ça. Mais en fait, ça fait une trop grande différence à l'arrivée. Exactement. Et puis après, là, c'est un exemple particulier dans une situation particulière. Mais ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai acheté, alors parce que je le peux, vis-à-vis de mon travail, j'ai acheté un bureau assis debout, qui est toujours en position debout. J'ai acheté un tapis de marche qui me permet, en gros, quand je travaille, de faire entre 15 à 20 km de marche pendant mon travail. Quand je veux pas marcher, j'ai mon vélo. Donc tu fais 15 à 20 km de marche sur une journée de travail. Ouais. En télétravail, parce qu'après des fois je suis sur le NS, mais j'ai mon tapis de marche qui est entre 3,5 et 4 km/h, je le choisis, et je fais tout mon travail en situation de marche. Donc j'ai organisé mon travail pour ne pas être sédentaire. Je suis quasiment jamais assis, et quand je suis assis, c'est sur mon vélo sans guidon, et donc je vais pédaler aussi en travaillant. Donc sur mes 8 ou 9 heures de travail en télétravail, j'ai quasiment aucun moment d'inactivité. Je crois qu'on revient là-dessus parce que je trouve que c'est génial, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on était désadapté à notre environnement. Ouais. Toi, t'as réadapté ton environnement. J'ai réadapté mon environnement pour que, par défaut, donc si on parle un peu d'aspect pratique, parce que moi, ça, je pense que c'est hyper important, et moi, je trouve aberrant qu'on est à Paris. Moi, mon cabinet, je suis près de la Défense. J'ai aucun de mes patients qui fait ça, alors qu'il passe au minimum 8 heures par jour assis. Ouais. Donc, moi, je trouve ça aberrant. Ça veut dire que toi, donc, t'as un bureau qui se baisse et qui se lève. Ouais. Avec un tapis de marche en dessous, tu marches entre 3 et 3,5 km/h. Ouais, 3,5 et 4, ouais. 3,5 et 4. Ouais. T'arrives à faire toutes tes tâches, tu peux taper au clavier. Toutes mes tâches, ouais. T'es meilleur que Jérôme. À 3,5, ça bouge plus. À 4, ça bouge un peu. Mais à 3,5, et puis avec le temps, on devient de plus en plus efficace aussi. Donc, on arrive bien à gérer le mouvement et ça marche très bien, ouais. Et quand t'es assis, parce qu'au bout d'un moment, je sais pas, peut-être t'as un peu d'inconfort, t'en as marre, etc. Ouais, à un moment donné, les jambes, il y a trop de répétitions aussi, donc à un moment donné, on est aussi inconfortable. Il faut switcher de comportement. Donc là, je vais m'asseoir. Ouais. Et donc, comment tu fais ? Tu pousses le tapis de marche ? Donc là, je le replie, je le décale et je glisse mon vélo. Un petit pédalier. J'ai mon vélo sans guidon, mais ça pourrait être un pédalier aussi, ouais, okay. Qui va permettre aussi de pédaler. Ce que j'avais aussi, je l'ai enlevé, mais c'est un Swiss ball. Donc ça permet. Alors c'est pas actif, mais ça permet de pas être sédentaire et inactif. Ça gros ballons de yoga. Ouais, ça permet. Alors vous êtes effectivement sédentaire, mais en fait vous bougez un petit peu. Donc c'est pas quelque chose qui est complètement inactif. Vous devez vous maintenir. Et il y a un petit mouvement quand même qui est mis en place. Et donc ça, on a un papier dans lequel on le montre que en termes d'efficacité au travail, si vous vous mettez debout, ou si vous utilisez des activités donc sédentaires mais qui sont
pas complètement passive, il n'y a pas du tout de détérioration de vos performances, voire une amélioration. Le Swiss Ball, il en faisait partie? Le Swiss Ball, il fait partie de l'étude. Ok, ce que j'avais pensé. J'aurais pensé que c'était un peu léger, mais non. Alors, c'est globalement, il n'y a pas de détérioration. Hein. Faudrait que je regarde exactement ce qu'on a trouvé. C'est un papier qui date de 2 ans, mais en tout cas, il n'y a pas de détérioration de la performance au travail. Et donc ça, c'est aussi un message qu'on peut donner aux employeurs, c'est que mettre vos agents debout, ça va probablement augmenter leur perf. En tout cas, pas la diminuer. Ça va améliorer leur santé physique, leur santé mentale. Donc, en fait, tout le monde va y gagner à avoir une acculturation dans l'entreprise où on va instaurer du mouvement et de l'activité physique pendant le temps de travail, ou en tout cas de pas être sédentaire, quoi. Ton installation, elle coûte combien à peu près? Alors du coup, moi c'était un peu plus cher, mais c'est de moins en moins cher maintenant. Mais un bureau assis debout, je pense les premiers prix c'est 200 ou 300 euros. Et le tapis de marche que j'ai acheté, j'ai attendu le Black Friday, donc moi j'ai eu à 300 euros, mais je crois qu'il coûte 400 euros. Donc pour moins de 1000 euros, donc c'est quand même un certain coût, hein, bien sûr, mais pour moins de 1000 euros, on arrive à avoir toute l'installation qui est prête, ouais. Ouais. Coûte moins cher qu'un iPhone déjà. Ça coûte moins cher qu'un iPhone. Ouais. Faut choisir ses priorités. Je suis pas rentré en guerre contre toi tout à l'heure quand t'as parlé du nombre de pas. Ouais. Et derrière, tu me dis que tu fais 15 à 20 km par jour. Ouais. Donc ça fait combien de pas? Ça en fait Alors là, énorme. Depuis que j'ai l'application, parce qu'il y a une application sur téléphone, hein, je suis à presque 2 millions de pas depuis septembre, ouais. Ouais. Ah, et ça s'accumule à une quantité incroyable. Non, mais non, parce que tout à l'heure tu nous as dit, c'est pour ça, c'est à ce niveau-là que j'ai pas voulu rentrer en guerre avec toi. T'as dit les 10 000 pas, c'est n'importe quoi, et ça je suis d'accord. Et t'as dit à partir de 6 000 pas, ouais. On a des effets positifs sur la santé. Encore une fois, je suis d'accord avec toi. Mais ce qu'il faut pas oublier de dire, c'est qu'on voit quand même qu'on a encore une sacrée augmentation pour la santé jusqu'à 20 000 pas au moins, moi, dans les études que j'ai vues. Ouais. Et donc, je trouve qu'on a tendance, alors c'est bien, il faut encourager, etc., mais on a tendance à minimiser, mais on se voit que même à 20 000 pas, c'est bon pour la santé, on crève pas le corps, on n'abîme pas le corps, on fatigue pas le corps. C'est hyper intéressant. Là, je vais discuter avec Martine Duclos sur cette idée des recommandations. On a reçu sur la chaîne. Sur ces idées de recommandations, et qui, elle, expliquait qu'elle en parlait pas du tout aux patients. Parce qu'en fait, on est tous perdants quand on parle de recommandations. Ceux qui n'atteignent pas les recommandations, qui sont trop loin, ils trouvent que les recommandations c'est beaucoup trop difficile et ça va les désengager. Ils font 500 pas, faire 10 000 pas, c'est trop loin pour eux, donc ils vont pas le faire. Et on a le côté négatif pour ceux qui vont dire j'ai fait mes 10 000 pas et je m'arrête. Donc les recommandations c'est bien pour savoir si on est dans une fourchette, mais en aucun cas il faut se focaliser sur ces recommandations. Plus on va faire d'activité physique, globalement jusqu'à une certaine limite, mieux ça va être pour la santé. Donc ce qu'on aime bien dire, c'est dès que vous mettez en mouvement, c'est positif, et plus vous allez le faire, mieux ça va être pour vous. Mais si vous êtes hyper éloigné des 10 000 pas, c'est pas grave, faites-en 200, 300 de plus, c'est déjà très très bien, et on sera déjà très content, et vous allez avoir quand même quelques bénéfices. Maintenant, si vous êtes à 10 000 et que c'est facile, va falloir effectivement potentiellement augmenter, et surtout pas vous limiter. Pareil en termes d'intensité, si vous voulez un petit peu monter en intensité, c'est pareil, faut pas hésiter aussi à le faire, ouais. Ce que j'avais vu, c'est que la marche, et pour des gens qui marchent autant que toi, en fait, c'est très intéressant parce que c'est pas taxant, c'est pas fatigant neurologiquement comme effort. Non, c'est complètement automatique. Et donc on a des effets pour la santé ouais. sans fatigue en contrepartie. Ah oui, parce que le tapis, alors au début, il y a 15 jours où faut se préparer. Chez mon petit enfant qui m'a fait peur une fois, j'ai failli tomber en me retournant. Donc il y a des petites techniques quand même à avoir, mais une fois qu'on a acquis l'habilité, là c'est tout ce qui est l'apprentissage moteur, tout est complètement automatisé, et ça me fait même plus bizarre maintenant si j'ai pas le tapis en route, quoi. Donc mon habitude, moi, c'est je suis sur le bureau et je marche en fait, et j'ai besoin de ça. C'est assez difficile aussi au niveau culture, Donc moi, mes étudiants, comme ils savent mes thématiques de recherche, je leur demande aussi, ça les dérange pas, parce qu'on bouge quand même un petit peu, et donc je le fais. Mais effectivement, je comprends que parfois c'est un petit peu difficile de se mettre debout ou de marcher lorsqu'on a des réunions, par exemple, avec des personnes qui ont pas du tout l'habitude. Donc il y a aussi l'aspect culturel qui nous impose à être de plus en plus assis. Donc moi, je lutte contre ça facilement parce que c'est ma thématique de recherche, mais je comprends que parfois ça peut être difficile de le faire. Ouais. J'en profite encore. T'as eu quoi comme bienfait, comme différence depuis, je crois, t'as dit septembre 2 millions de pas. Ouais. Qu'est-ce que t'as expérimenté au niveau personnel? Alors moi déjà, une vitalité à la fin de la journée. C'est-à-dire que quand je vais faire mes journées à l'ENS où je suis assis, je me sens pas bien. J'ai l'impression que mes muscles sont tout mous. J'ai l'impression d'avoir accumulé des déchets. Donc j'ai des petits problèmes aussi psychologiques, on va dire, sur ça. Mais j'ai vraiment cette sensation que j'ai pas été assez activé. Donc ça, c'est vraiment les bénéfices sur le bien-être. Donc je sors de ma journée de travail, je suis plein
plein de vitalité. Et le deuxième élément aussi, c'est une perte de poids. Alors j'étais déjà dans un point correct, mais j'ai perdu encore 4-5 kilos en mangeant beaucoup, parce que en fait, je vais pas du tout stocker le gras. En plus, ce qu'on peut montrer, hein, c'est que quand vous mangez, si vous allez faire une marche qu'on appelle postprandiale, donc après le repas, on voit que c'est efficace pour limiter le stockage. Donc en vrai, là, ça m'enlève complètement tous les stockages. Donc bien-être, et puis perte de poids aussi, qui a été claire, qui était pas recherchée, hein, mais qui a été une conséquence associée au fait que bah oui, je marche beaucoup sur ces journées-là. Ouais. Super. Vraiment trop cool. Je pense que la deuxième question, tu viens d'y répondre. Qu'est-ce que tu as changé récemment dans ta vie pour être en meilleure santé? Bah c'est ça, ouais. Voilà, ouais, clairement, je vais pas te la poser. Ouais. On est rentré largement en détail là-dessus. Merci beaucoup Boris. Avec plaisir. On a fait un très très bon tour de la situation et du sujet, donc c'est un grand plaisir. Avec plaisir, merci beaucoup.